Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au dernier chapitre d'algèbre linéaire, le chapitre 16, système dynamique linéaire. Cette deuxième vidéo va être consacrée à la section 3 du chapitre, temps continu, généralité. C'est une section qui ne devrait pas vous paraître trop difficile pour deux raisons. D'abord parce que ça va être très proche de ce qu'on a vu dans la section 2 à temps discret. Et si vous regardez tout le début du sommaire de cette section, il est identique au début du sommaire de la section 2 à temps discret. Exactement identique. C'est les mêmes titres de sous-section et de sous-sous-section. Tout pareil. La seule chose qu'on a faite à temps discret et qu'on ne va pas faire à temps continu, c'est cette sous-section qui portait sur le cas scalaire, équation scalaire d'ordre 2, et le lien avec les systèmes, ici les systèmes de relations de récurrence, à travers la matrice compagnon. Ça, à temps continu, on va le faire un peu plus tard, et on va y consacrer toute une vidéo, donc une autre vidéo. Et dans le chapitre, ça fera l'objet de toute une section, toute la section 5. Voilà la section 5, qui sera en quelque sorte l'aboutissement du chapitre, et même l'aboutissement du cours d'algèbre linéaire, et qui sera consacré au lien avec les équations différentielles linéaires d'ordre 2 par l'intermédiaire de leur matrice compagnon et du système différentiel compagnon associé. Mais donc à part ça, tout ce qu'on a fait à temps discret, on va le refaire pratiquement à l'identique à temps continu. Donc dans tout le début de la section 3. Une fois que ça sera fait, on fera la synthèse des analogies et aussi des petites différences, enfin des correspondances entre le temps discret et le temps continu, ici. Et puis il y aura une dernière sous-section, mais qui est un complément hors programme, consacré à l'exponentielle de matrice. Exponentielle de matrice qui va jouer l'analogue de ce qu'était la matrice A puissance n à temps discret. À temps discret, la matrice A puissance n, elle nous permettait très facilement d'exprimer les solutions à partir d'une condition initiale en appliquant A puissance n à une condition initiale. À temps continu, on a un analogue, c'est l'exponentielle de matrice. Et cette exponentielle de matrice, on va le voir apparaître naturellement au cours de la section, mais plutôt comme une notation dans le cas d'une matrice diagonale et dans le cas d'une matrice diagonalisable. Et si vous allez tout de suite au dictionnaire temps discret, temps continu, mais à ce stade, c'est juste une notation, plutôt une notation pour faire le lien avec le cas scalaire. En revanche, la définition en toute généralité, pour toute matrice A de l'exponentielle de matrice, elle est un peu plus technique, c'est pour ça qu'elle est repoussée dans cette sous-section qui peut être considérée comme un complément hors programme. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux raisons pour lesquelles cette section temps continu ne devrait pas vous paraître difficile. La première raison donc, c'est que ça va être très proche de ce qu'on a fait à temps discret. Et l'autre raison, c'est que beaucoup des notions, des concepts qu'on va rencontrer, on les a déjà rencontrés dans le chapitre équations différentielles. Et d'ailleurs, parfois, dans le chapitre équations différentielles, ces concepts, ils vous ont paru assez difficiles à comprendre, pour partie parce qu'on n'avait pas encore les bons outils pour les comprendre. Les bons outils, c'est les outils de l'algèbre linéaire. À présent, on est dans une position bien plus favorable. D'abord, on a déjà rencontré ces concepts, et puis ensuite, on a maintenant tous les outils à notre disposition pour vraiment bien les comprendre. Donc normalement, ça devrait être agréable, vous devriez vous dire « Ah, mais c'était donc ça, ce que j'arrivais pas à comprendre, maintenant je comprends tout. » C'est ça le but. Ok, donc vous allez aborder ce chapitre de manière extrêmement sereine. Toutes les difficultés, elles sont cernées, encerclées, prédigérées, d'une part par ce qu'on a vu à temps discret, et d'autre part par ce qu'on a vu au premier semestre, dans le chapitre équations différentielles. Et donc ça va être 100% paisible, 100% plaisir normalement. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, donc on va tout de suite à
la sous-section solution. Alors on a toujours, comme à temps discret, notre matrice A carré à coefficient dans K. Et on va associer à cette matrice A, non pas un système de relations de récurrence, mais ce qu'on va appeler un système différentiel. Ça, c'était le système de relations de récurrence à temps discret. L'état du système à la date n plus 1 était obtenu en multipliant l'état du système à la date n par la matrice A. À temps continu, le membre de droite de l'équation, il a la même expression. C'est encore l'état du système, bon, cette fois-ci au temps t continu, multiplié par la matrice A. C'est la même expression. En revanche, ce que ça représente, et c'est lié à l'égalité et à ce qui est écrit côté gauche, c'est très différent. Ce qu'on a côté gauche, c'est plus l'état du système à la date n plus 1, c'est la vitesse instantanée d'évolution du système au temps t. Et donc, ce AX de t ne représente plus un point qui serait l'état du système à une date ultérieure dans l'espace des états qui est l'espace K puissance d, mais plutôt un vecteur vitesse dont l'origine est le point x de t et qui nous indique, lorsque le système se trouve en cette position x de t, quelle est la valeur de sa vitesse instantanée d'évolution. Et donc j'ai fait un petit dessin ici pour illustrer cette égalité dans laquelle il faut penser à x de t comme étant un point dans l'espace des états et x point de t comme étant un vecteur. Au passage, on a repris la notation du chapitre équation différentielle qui consiste à noter les dérivées par rapport au temps avec un point au-dessus de la variable. Et la dérivée d'un vecteur par rapport au temps, c'est le vecteur dont les composantes sont les dérivées des composantes. Et quand on écrit cette égalité coordonnée par coordonnée, composante par composante, on obtient ce qui est à droite et qu'on qualifie de système différentiel ou système d'équations différentielles. Vous avez autant d'équations différentielles qu'il y a de coordonnées, qu'il y a de dimensions. Et ces équations différentielles, vous pouvez les qualifier de couplées, au sens où, par exemple, la vitesse instantanée de variation de la première variable x1, elle dépend non seulement de la valeur de x1, mais aussi de la valeur de toutes les autres coordonnées. Bon, et puis c'est la même chose pour toutes les coordonnées. D'accord ? Donc l'évolution des différentes coordonnées est couplée. La valeur de chacune des coordonnées influe sur l'évolution des autres coordonnées. Et précisément, un des objectifs, ce sera de découpler ce système en un système découplé qui sera donc beaucoup plus simple par diagonalisation. Mais on va y venir. Et on arrive à la notion de solution de ce système différentiel. Et une solution, c'est une fonction t donne x de t, définie sur R tout entier, pour tous les t réels, qui vérifie à tout instant ce système différentiel, celui-là, 9, et qui est issu d'une certaine condition initiale à une date initiale. Dans la définition, on a choisi la date initiale comme étant 0. Donc là, dans tout le chapitre, les dates initiales sont toujours à 0. On pourrait choisir une autre date initiale, mais peu importe. Donc la condition initiale, c'est un vecteur x indice 0. Et la solution x de t, elle vérifie cette condition initiale si elle vaut cette valeur x0 autant t égale 0. C'est l'analogue de la notion de solution qu'on avait vue à temps discret. Et à temps discret, comme l'évolution consistait juste à multiplier par a à chaque fois que le temps avançait de 1, eh bien, on avait une expression très naturelle pour les solutions qui consistait à dire, chaque itération on multiplie par a, donc pour passer du temps 0 au temps n, on multiplie par a puissance n. Et ça nous donne une expression
explicite, enfin semi-explicite, puisqu'on n'a pas forcément détaillé l'expression de a puissance n en fonction des coefficients de a, mais en tout cas semi-explicite, des solutions. Alors, l'analogue de ce a puissance n à temps continu, ce sera l'exponentielle de matrice, mais ça, on ne va pas le faire tout de suite. Et donc, en l'absence de cette exponentielle de matrice, on va se contenter, si je puis dire, d'un théorème d'existence et d'unicité des solutions. Et ça, vous êtes familier de ce genre de théorème. Le théorème, il dit toujours la même chose, que pour toute condition initiale, il existe une unique solution. Et, qui plus est, il vous précise que cette solution qui existe et qui est unique, elle est définie sur R tout entier. Bien sûr, une unique solution vérifiant cette condition initiale. Alors, quand on aura, ou si on avait, puisque la partie exponentielle de matrice est hors programme, si on avait l'exponentielle de matrice, on aurait automatiquement au moins l'existence de la solution, puisqu'on aurait une espèce d'expression avec l'exponentielle de matrice de la solution. Une expression qui aurait cette forme-là, dans laquelle on a remplacé le dans laquelle on a remplacé le a puissance n à temps discret par ce puissance t1. C'est ce qu'on a écrit dans la première remarque, dans laquelle on évoque cette expression explicite des solutions, c'est celle-ci, c'est avec l'exponentielle de matrice. Du coup, la partie existence des solutions, alors même si on dit que l'exponentielle de matrice est hors programme, elle est quand même garantie par cette expression explicite, la partie existence. D'ailleurs, on avait déjà vu ça pour les équations différentielles linéaires au premier semestre. On avait énoncé un théorème d'existence et d'unicité, puis ensuite les solutions, on avait tout à fait montré leur existence puisqu'on les avait calculées. C'est un peu le même principe ici. Et donc ce théorème, il est en fait beaucoup plus général, puisque là on s'intéresse à des équations différentielles particulières, linéaires, à coefficients constants. Le théorème est beaucoup plus général. Et l'intérêt du théorème dans ce cadre-là, comme l'existence est donnée par les expressions explicites, c'est surtout de garantir l'unicité des solutions. Et ça, c'est exactement la même chose dans le chapitre équations différentielles. Il reste que c'est un théorème difficile, que vous pouvez vraiment considérer comme difficile et qu'on ne va pas chercher à le démontrer. En revanche, la justification intuitive de ce théorème, on en avait déjà parlé dans le chapitre équations différentielles, ça peut être ce qu'on appelle la méthode d'Euler, qu'on a vu dans le chapitre équations différentielles et que vous avez aussi vu dans le mini-projet informatique. La méthode d'Euler, que j'ai illustrée très grossièrement ici sur mon petit dessin, et qui consiste juste à dire, l'équation différentielle me prescrit la vitesse à partir de l'état. Si ça prescrit la vitesse, ça prescrit en gros l'évolution du système, au moins à court terme. Puis une fois qu'on l'a fait évoluer à court terme, on est arrivé là, on est arrivé un peu plus loin, on reprend la nouvelle vitesse là où on est arrivé, et puis ça represcrit l'évolution à court terme. Alors bien sûr, c'est approché, c'est pas exactement une solution, mais en tout cas on voit que le fait de prescrire la vitesse prescrit quand même l'évolution. Et donc, c'est une justification intuitive que si on fait cette méthode d'Euler avec des pas de plus en plus proches, on converge vers une solution qui, elle, est unique. Et on peut passer à la suite. On a traité la notion de solution et l'existence et l'unicité des solutions. C'était un début un peu abstrait, un peu formel. Ce qui vient maintenant, c'est le cas beaucoup plus concret et assez facile d'une matrice diagonale. On y va tout de suite. À temps discret, même si on avait une expression générale semi-explicite à puissance n x0 pour toutes les solutions, vous le savez parce qu'on s'y est confronté en exercice que si la matrice A est quelconque, on n'a pas forcément d'expression simple pour A puissance n. En fait, il en existe, mais il faut se bagarrer un petit peu pour la trouver. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait en général. En revanche, dans le cas diagonal, dans le cas où A est diagonale, c'est très facile de calculer A puissance n. Si A est diagonale, A puissance n, c'est simplement une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les coefficients diagonaux de A mis à la puissance n. Tout ça, c'était à temps discret. Et à temps continu, on va retrouver la même simplicité. On y va tout de suite. Enfin, avant d'y aller, on se rappelle qu'à temps discret, on avait interprété cette simplicité en disant que pour une matrice diagonale, le système de relations par récurrence, où les relations de récurrence étaient découplées. Et maintenant, on va enfin à temps continu. On y va pour de bon. Nous voici à temps continu
dans le cas d'une matrice diagonale, et dans ce cas, le système différentiel x point égale à x, il prend de nouveau cette forme d'un système d'équations découplé au sens où maintenant la vitesse d'évolution, disons de la première coordonnée, ne dépend plus que de la première coordonnée, et de même pour les autres. Donc le système se comporte comme d de 1 à d, équation différentielle indépendante, scalaire indépendante. Non seulement ça, mais ces équations différentielles, elles sont particulièrement simples. C'est les équations différentielles, donc scalaires, du premier ordre, linéaire, à coefficient constant. Et donc ça, on connaît parfaitement. On a vu ça dans le chapitre équations différentielles. On sait calculer explicitement les solutions. Les solutions, elles sont là. Elles consistent juste à multiplier la condition initiale pour chacune des coordonnées par exponentielle de lambda fois t, lambda étant le coefficient de l'équation différentielle linéaire. Cette égalité-là, vous pouvez l'écrire matriciellement en disant que ce vecteur colonne est égal au produit du vecteur colonne des conditions initiales par cette matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les exponentielles dt lambda. Vous voyez l'analogie avec le temps discret dans lequel la matrice à puissance n avait sur sa diagonale les lambda à la puissance n. Ça c'était à temps discret. À temps continu, les lambda 1 puissance n, lambda d puissance n sont remplacés par e puissance lambda 1t, e puissance lambda dt. Et vous voyez, on a à travers cette résolution explicite une première expression de ce que sera l'exponentielle de matrice. Donc voilà, une première expression qu'on obtient donc de manière complètement explicite en résolvant chacune des équations indépendamment. Et on peut passer à la suite. C'est fait pour le cas d'une matrice diagonale. On va aborder cette partie un petit peu plus abstraite, formelle, qui consiste simplement à dire que l'ensemble des solutions est stable par combinaison linéaire, donc c'est un espace vectoriel, et la dimension de cet espace vectoriel, c'est D. C'est le nombre D. Donc c'est la dimension de l'espace ambiant, quoi. De l'espace dans lequel vivent les solutions. Alors certes, c'est deux énoncés un petit peu formels, mais comme on les a déjà vus à temps discret, et surtout, on les a déjà vus dans le chapitre équations différentielles, et dans le chapitre équations différentielles, je pense qu'il vous avait vraiment paru assez difficile à comprendre. Ben là, on l'a déjà dit tout à l'heure, on est bien mieux équipé maintenant pour les comprendre. Et donc on y va en toute sérénité. Premier énoncé, formel mais très simple, l'ensemble des solutions est stable par combinaison linéaire. Dit autrement, si on considère deux solutions, grand X et grand Y, du système différentiel, avec une petite coquille ici sur le numéro qui sera corrigé, et si vous prenez deux scalaires alpha et bêta, et ben, la combinaison linéaire de X et Y est encore solution du système différentiel. C'est une vérification automatique. Alors ça utilise la linéarité de la dérivée, c'est-à-dire la sum rule et la constant multiplier rule pour la dérivée. Mais le point essentiel, c'est cette étape-là qui repose sur le fait que le second membre de l'équation différentielle, qui est donc A fois là où on se trouve dans l'espace des phases, c'est une transformation linéaire, c'est une fonction linéaire précisément de la position dans l'espace. Excusez-moi, j'ai dit l'espace des phases. On va appeler ça l'espace des phases, mais pour l'instant, disons l'espace des états. C'est une transformation, une fonction linéaire de là où on se trouve dans l'espace des états. Donc, si on se trouve en alpha x plus bêta y, ben, il y a un vecteur, le vecteur vitesse en ce point-là, c'est alpha fois le vecteur vitesse en x plus bêta fois le vecteur vitesse en y. Et tout ça fait donc qu'une combinaison linéaire de solutions est encore solution. On avait déjà vu ça au premier semestre dans le chapitre
équation différentielle linéaire. Là, c'est exactement pareil, sauf que les solutions sont à valeur vectorielle. C'est un système différentiel, il y a plusieurs composantes. À part le fait qu'il y a plusieurs composantes, vous voyez que formellement, c'est exactement la même démonstration. On passe à la suite. Et la suite, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu à temps discret. C'est le fait que, puisque l'ensemble des solutions est stable par combinaison linéaire, ça veut dire que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel. Ça, ok. Donc ça, cette assertion que j'ai soulignée ici en rouge, ça résulte de la proposition précédente. Et ce qu'on précise en plus dans cette proposition, c'est que cet espace vectoriel, il est de dimension D. Donc il a la même dimension que le nombre de composantes des vecteurs dans lesquels vivent les solutions. Excusez-moi, des vecteurs de l'espace dans lequel vivent les solutions. La démonstration, elle est formellement identique à la démonstration du même résultat à temps discret. Donc si vous avez bien compris à temps discret, hop, vous pouvez passer en avance rapide. Et le principe de la démonstration, c'est le fait que toute solution est définie par sa condition initiale. Donc en quelque sorte, il y a autant de solutions qu'il y a de conditions initiales. Et les conditions initiales, c'est tous les points de notre espace K puissance D. Donc l'espace des conditions initiales est de dimension D. Donc c'est normal en quelque sorte que l'espace des solutions soit aussi de dimension D. Dans le détail, la base canonique de K puissance D, c'est donc une base de l'espace des conditions initiales. L'espace des conditions initiales, c'est K puissance D lui-même. Et si vous prenez les solutions issues, c'est-à-dire qui ont pour condition initiale, donc issues de chacun de ces vecteurs de la base canonique, ça vous fait des solutions, dès le nombre D1 solutions, dont on va montrer qu'ils forment une base de l'espace des solutions. Donc pour ça, il faut montrer que cette famille de D solutions est à la fois libre, on le montrera à la fin, et génératrice. Vous voyez, on va le montrer ici. Alors, pourquoi elle est génératrice ? Elle est génératrice parce qu'elle arrive, en combinant ces solutions, vous arrivez à reconstituer n'importe quelle condition initiale. En effet, puisque ces solutions, précisément à la date t égale 0, elles sont égales au vecteur de la base canonique. Donc en les combinant, vous arrivez à reconstituer n'importe quel vecteur de K puissance D, n'importe quelle condition initiale. Donc cette famille de solutions est génératrice de l'ensemble des solutions. Vous arrivez à reconstituer n'importe quelle condition initiale, donc n'importe quelle solution. Qui plus est, la manière de combiner ces solutions de cette famille de solutions pour reconstituer une solution donnée, elle est unique. Elle est unique parce que la manière de les combiner, vous n'avez pas le choix, il faut les combiner avec les coordonnées de la condition initiale. Donc comme il y a une unique manière de les combiner pour reconstituer n'importe quelle solution, ça veut dire que cette famille est libre. Et si vous regardez là, ce qu'on a fait à temps discret, c'était exactement la même démonstration formellement. Donc c'était pareil. Le dernier argument, ça justifie bien que la famille est libre. Parce que si vous prenez une combinaison linéaire de ces solutions qui est égale à la fonction nulle, la fonction nulle, elle part de la condition initiale 0, 0 de K puissance D, et donc les coordonnées de la condition initiale, c'est 0, 0, 0, 0. Et par conséquent, tous les coefficients de la combinaison linéaire de ces solutions valent 0. Tous les coefficients valent 0. En résumé, si une combinaison linéaire de ces solutions vaut 0, tous les coefficients valent 0, la famille est libre. Et on peut passer à la suite. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a donc traité cette partie un peu formelle, un peu abstraite. On va pouvoir aller vers quelque chose à nouveau de plus concret, la notion de mode propre. Alors, si vous vous souvenez, ça c'était à temps discret. À temps discret, un mode propre, c'était une solution du système de relations de récurrence dans une direction propre. Et dans une direction propre, pour une valeur propre lambda, A agit comme la multiplication par le scalaire lambda. D'où le fait que une solution qui a pour condition initiale un vecteur propre,
elle a cette forme très simple, lambda puissance n fois ce vecteur propre. Et c'est ça qu'on avait appelé un mode propre, tout ça à temps discret. Maintenant, allons à temps continu. À temps continu, un mode propre, ça va être une solution de cette forme-là, où V est un vecteur propre, supposé non nul. S'il est nul, ce n'est pas très intéressant, ça ferait la solution nulle. Et lambda est la valeur propre associée. Donc c'est à nouveau une solution particulière dans la direction d'un vecteur propre, dans une direction propre, dans un espace propre. Donc la définition, elle est en dessous ici, elle nous dit simplement qu'un mode propre associé à la valeur propre lambda et au vecteur propre V, c'est donné par cette expression 12, celle-ci. Donc c'est ça. Et dessous, ici, vous avez juste la démonstration que cette expression définit bien une solution du système différentiel. Et pourquoi elle définit une solution du système différentiel? Eh bien parce que pour cette expression, qui est proportionnelle à V, donc qui est encore un vecteur propre pour la valeur propre lambda, pour cette expression, si vous dérivez par rapport au temps cette expression, à cause de l'exponentielle, ça sort un facteur lambda. Et si vous appliquez la matrice A à gauche, si vous multipliez par la matrice A à gauche, qu'on a écrit ici, comme c'est un vecteur propre, tout ça pour la valeur propre lambda, ça revient à multiplier par le même facteur lambda. Donc, dériver cette expression par rapport au temps, c'est comme lui appliquer la matrice A. Donc, c'est solution. Et vous voyez, c'est assez naturel que ce soit solution. Ce puissance lambda t, c'est la solution de l'équation différentielle scalaire qui correspond à la multiplication par lambda. Mais dans l'espace propre, A agit précisément comme un produit par ce scalaire lambda. Donc tout ça est cohérent. Bon, il y a la justification formelle, mais qui s'appuie sur cette remarque-là, dans laquelle vous allez retrouver ce que j'ai écrit ici de manière manuscrite. Je vous laisse la lire au-dessous, la justification formelle de cette proposition. Et donc un mode propre, c'est ça en réalité. Alors, c'est une terminologie qu'on avait déjà introduite dans le cours équation différentielle, cette terminologie de mode propre. Et dans le cours équation différentielle, ce n'étaient pas des solutions qui vivaient, qui étaient vectorielles, qui avaient plusieurs composantes. C'était des solutions qui avaient une seule composante. Mais tout de même, vous voyez que c'était très analogue. Les modes propres dans le chapitre équation différentielle, c'était des solutions particulières qui s'exprimaient comme des exponentielles. Là, certes, on est en dimension supérieure, mais on a bien des solutions particulières qui s'expriment comme des exponentielles fois des vecteurs propres. Donc ça, c'est la vraie définition de ce que c'est un mode propre. Et le lien avec les équations différentielles du premier semestre, le lien vraiment précis dans le détail, on le fera section 5, la section précisément consacrée au lien avec les équations différentielles. On passe à la suite. Et la suite, c'est comme pour les modes propres à temps discret, cette trichotomie en 3 catégories. Alors 3 catégories avec 2 terminologies possibles à chaque fois. Stable ou attractif, instable ou répulsif, et neutre ou indifférent, qui est une catégorie intermédiaire entre les deux précédentes. Alors, comme à temps discret et comme dans le chapitre équation différentielle du premier semestre, cette trichotomie, elle est basée sur le comportement asymptotique dans l'avenir et dans le passé du mode. Plus exactement, pour quelle valeur de lambda le mode tend vers 0, soit dans l'avenir, soit dans le passé. Le fait de tendre vers 0 ou pas, vous le mesurez avec le module de puissance lambda t, du nombre complexe puissance lambda t, enfin nombre réel ou complexe puissance lambda t. Ce module, on l'avait déjà vu ça dans le chapitre équation différentielle, il est égal à t fois la partie réelle de lambda. Par conséquent, ce qui décide si on va tendre vers 0 dans l'avenir ou dans le passé, c'est le signe de cette partie réelle. D'où les 3 définitions, d'où cette trichotomie de cette définition 7. Slide suivant, vous avez ce slide qui est reproduit du chapitre équation différentielle et qui illustre le comportement dans le temps
de puissance lambda t en fonction des valeurs de lambda. Et donc qui illustre les deux zones stables, partie réelle strictement négative, et instable, partie réelle strictement positive. Et puis bien sûr, le comportement dépend aussi du fait que lambda est réel ou non réel. Donc, si on revient au slide précédent, ces trois zones stables, partie réelle strictement négative, instable, partie réelle strictement positive, et puis neutre entre les deux, partie réelle nulle, on les retrouve ici sur le dessin de gauche. Et à droite, j'ai redessiné les domaines de stabilité en fonction de lambda, mais pour le temps discret. Pour le temps discret, ce qui comptait, c'était la valeur du module de lambda. Donc c'était module de lambda égale 1, qui était le cas neutre qui séparait les cas attractifs de répulsifs. On les avait plutôt appelés comme ça. Et ce qui illustre cette figure, c'est que vous avez un lien, une correspondance, ou plutôt les zones sur les deux figures sont mises en correspondance par la fonction exponentielle complexe. Et ça, c'est pas par hasard. Ici, à temps discret, d'une certaine manière, à chaque itération, le temps avance de 1. Et donc, c'est une espèce de résumé, en regardant seulement tous les 1 temps, de ce qui se passe à temps continu. À temps continu, on regarde tous les temps intermédiaires. Et si vous regardez E puissance lambda t et que vous faites t égale 1, ça fait E puissance lambda, le multiplicateur, pour avancer de une unité de temps. Donc le E puissance lambda du lambda à temps continu nous donnerait en quelque sorte le lambda à temps discret. D'où la correspondance ici entre les deux domaines, les deux découpages du plan complexe en zone de stabilité en fonction de la valeur propre en fait. Et donc on a vu ce que c'est qu'un mode propre et ce que c'est qu'un mode propre stable, instable ou neutre. On va passer à la décomposition en mode propre lorsqu'il existe une base de vecteurs propres. On y va tout de suite. Alors comme d'habitude, je commence par vous montrer ce qu'on avait vu à temps discret, puisqu'à temps continu, ça va être exactement la même chose. Donc ça, c'est l'énoncé à temps discret. On avait dit que si A est diagonalisable, bon, on a suffisamment de vecteurs propres pour faire une base de l'espace. Et bien avec ces vecteurs propres, on a suffisamment de modes propres pour faire une base de l'espace des solutions. On l'avait démontré à temps discret. Et bien à temps continu, c'est exactement la même chose. Alors peut-être il faut commencer par rappeler que, puisque toute combinaison linéaire de solutions est solution, toute combinaison linéaire de modes propres est encore solution. Donc ça nous fait plein de solutions, parce que ça nous fait une solution pour chaque mode propre, et puis toutes leurs combinaisons linéaires. La question, c'est en combinant ces modes propres, est-ce qu'on arrive à reconstituer toutes les solutions? La réponse est non en général, mais oui si la matrice A est diagonalisable. Si la matrice A est diagonalisable, et là c'est le même énoncé qu'à temps discret, on a suffisamment de vecteurs propres pour faire une base de l'espace, et du coup, si je puis dire, enfin en tout cas c'est ce que dit cette proposition, on a suffisamment de modes propres pour faire une base de l'espace des solutions. Suffisamment de modes propres pour faire une base de l'espace des solutions. La démonstration, elle est formellement identique à la démonstration à temps discret, donc je vais la commenter, mais vous pouvez passer en avance rapide. Si A est diagonalisable, c'est qu'il y a une base de vecteurs propres, la voilà, associée à leur valeur propre. Du coup, en combinant ces vecteurs propres, on peut obtenir n'importe quel vecteur de l'espace, donc n'importe quelle condition initiale. Et maintenant, en combinant les modes propres associés, issus de ces vecteurs propres, pour les mêmes coefficients de la combinaison linéaire, que celles qui permettent de retrouver la condition initiale, vous obtenez une solution qui, à temps égal 0, donne cette combinaison linéaire des vecteurs propres qui donne la condition initiale. Autrement dit, vous arrivez à retrouver n'importe quelle condition initiale. Donc en combinant ces modes propres, vous obtenez n'importe quelle solution. Autrement dit, les modes propres forment une famille génératrice. Et comme il y en a le bon nombre, c'est-à-dire D, c'est-à-dire la dimension de l'espace, c'est suffisant pour dire qu'il s'agit d'une base. Mais par ailleurs, si on avait voulu, on aurait pu aussi montrer que la famille directement est libre plutôt que de montrer qu'elle est génératrice. Mais le fait de montrer qu'elle est génératrice est plus éclairant. Parce que vraiment, ce qui est éclairant, c'est de dire que
toute solution s'écrit comme une combinaison linéaire de modes propres. Et on peut passer à la suite. La suite, c'est cette proposition critère de stabilité qui dit simplement qu'en combinant en quelque sorte la stabilité de chacun des modes, toujours dans le cas diagonalisable, en combinant la stabilité de chacun des modes, vous avez un critère de stabilité pour l'ensemble des solutions du système. Plus exactement, l'ensemble des solutions du système sont stables, c'est-à-dire tendent vers l'origine dans l'avenir, si et seulement si c'est le cas pour tous les modes. Et de la même manière, l'ensemble des solutions du système différentiel sont instables, c'est-à-dire tendent vers 0 dans le passé, si et seulement si c'est le cas de tous les modes. À nouveau, la démonstration est strictement identique à la démonstration à temps discret. Vous voyez, ça c'était la démonstration à temps discret. Donc pour faire le slide à temps continu à partir du slide à temps discret, je n'ai pas eu à trop me casser la tête. J'ai fait un copier-coller en modifiant ce qu'il fallait. Il n'y avait pas grand-chose à modifier. Et donc je vous propose de ne pas en dire plus sur cette démonstration très simple de ce critère de stabilité qui est d'une certaine manière qui est vraiment une conséquence directe de ce qui est vraiment important, qui est le critère de stabilité pour chacun des modes indépendamment. Et on peut passer à la suite. Et on avance dans notre revisite des concepts qu'on avait déjà vus à temps discret, puisqu'on a terminé tout ce qui porte sur les modes propres, et il reste ce dernier aspect commun au temps discret, qui est changement de base et diagonalisation. On y va tout de suite. Excusez-moi, avant d'y aller, donc, comme à temps discret, on va découper en deux sous-sections. D'abord, un changement de base en tant que tel, même dans un cas où la matrice n'est pas forcément diagonalisable, mais après tout, même si la matrice n'est pas diagonalisable, peut-être qu'en changeant de base, ça va quand même permettre de simplifier le système différentiel et donc peut-être d'en calculer les solutions. Et puis ensuite, le cas le plus agréable, où vraiment tout se passera bien, c'est quand ce changement de base permet de diagonaliser la matrice. Alors cette fois-ci, on y va. Donc voilà le slide consacré au changement de base en général, c'est-à-dire sans savoir si ce changement de base va permettre ou non de diagonaliser la matrice. Donc, le but du slide, c'est si on part de notre système différentiel x point égale à x et qu'on effectue un changement de base, un changement de coordonnées, quelle forme prend ce système différentiel exprimé dans les nouvelles coordonnées? Alors on avait vu un slide très proche à temps discret. Ça, c'est le slide à temps discret. Vous avez vu en passant du slide à l'autre, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Toute cette partie-là, consacrée au changement de coordonnées lui-même, avec la matrice de passage, comment les coordonnées sont reliées, comment la matrice A est transformée par le changement de base, tout ça, c'est la même chose à temps discret, à temps continu. Mais à temps discret, c'était quand même plus facile parce que la dynamique, c'est-à-dire la manière dont la solution évolue, alors à temps discret du temps n au temps n plus 1, c'était directement donné par une transformation linéaire qui a pour matrice A dans les anciennes coordonnées, et du coup, cette évolution entre le temps n et le temps n plus 1, il fallait multiplier par A dans les anciennes coordonnées, et la même transformation linéaire, elle a pour matrice B dans les nouvelles coordonnées. Du coup, dans les nouvelles coordonnées, pour passer du temps n au temps n plus 1, il faut multiplier par b. Ça, c'était à temps discret. Maintenant, on va revenir à temps continu. Et à temps continu, là on est revenu à temps continu, la transformation qui a pour matrice A dans les anciennes coordonnées et qui a pour matrice B dans les nouvelles coordonnées, elle ne donne pas directement la transformation entre l'état au temps n et l'état au temps n plus 1, elle donne la vitesse instantanée en fonction de la position. Ici, on est revenu à temps discret, et c'était plus facile parce qu'à temps discret, on n'avait que des positions. On avait la position au temps n, et la multiplication par A de la position au temps n nous donnait la position au temps n plus 1. On n'avait que des positions. À temps continu, c'est plus compliqué parce que le système différentiel, qui est ici, et dont on veut comprendre ce qui devient par le changement de coordonnées, ce système différentiel, il mélange
une position et une vitesse instantanée. Et la multiplication par la matrice A, elle transforme une position en une vitesse attachée à cette position. Disons un vecteur vitesse attaché à cette position. Donc le système différentiel, il mélange des positions et des vitesses. Et donc pour exprimer le système différentiel dans les nouvelles coordonnées, il faut comprendre comment les positions sont modifiées et comment les vitesses sont modifiées. Et la manière dont les vitesses sont transformées, on va l'examiner maintenant et ça va nous permettre de justifier l'expression du système différentiel dans les nouvelles coordonnées. C'est ce qui figure au-dessous. Pour ça, on va regarder x et u qui représentent les coordonnées d'un même point dans l'ancienne base et dans la nouvelle base. Donc elles sont reliées par le changement, par la formule de changement de base, la formule de changement de coordonnées. Et ces coordonnées, donc qui représentent les coordonnées d'un même point dans les deux bases, on va supposer qu'elles dépendent du temps et qu'elles dépendent du temps de manière dérivable. Donc au niveau des coordonnées des positions, c'est clair, elles sont reliées par la formule de changement de coordonnées. Qu'en est-il maintenant de leur vitesse? Sachant qu'elles sont dérivables, on peut calculer leur vitesse par rapport au temps. Comment les vitesses sont reliées? Eh bien, c'est assez simple et c'est le petit calcul que j'ai écrit ici de manière manuscrite que je vais rajouter sur le drive. Et ce petit calcul qui figure ici, il vous dit simplement que pour passer de U à X, il faut multiplier par la matrice P. Et la matrice P, ces coefficients, ils sont constants, ils ne dépendent pas du temps. Donc cette égalité vous dit que chaque composante de grand X de t est une combinaison linéaire à coefficient constant des composantes de grand U de t. Bon quand vous dérivez une combinaison linéaire à coefficient constant, sum rule, constant multiplier rule pour la dérivation, au niveau des dérivés, vous avez la même relation, c'est-à-dire vous avez la même au niveau des dérivés de chacune des composantes de x de t, elles s'exprimeront comme la même combinaison linéaire des dérivés des composantes de u, la même combinaison linéaire que pour les composantes non dérivées. D'accord? C'est la sum rule, constant multiplier rule. Dit autrement, c'est ce qu'il y a sur le petit calcul ici, x point de t c'est dx sur dt, c'est d de pu sur dt, et comme p est une transformation linéaire à coefficient constant, on peut la sortir de la dérivée. C'est ça la sum rule, constant multiplier rule. D'accord? C'est un peu plus formel que si c'était un scalaire, mais ça marche de la même manière. Chaque composante est une combinaison linéaire des composantes. Quand on dérive, la dérivée de la composante est la même combinaison linéaire des composantes. Ce qui veut dire exactement le passage de là à là. D'accord? Et du coup, x point de t, c'est p u point de t. Autrement dit, vous voyez, la matrice P qui relie les positions, c'est la même matrice qui relie les vitesses. Donc attention, pour que cette flèche-là marche, pour qu'on puisse sortir la matrice P de la dérivation, c'est vrai parce que cette formule de changement de coordonnées qui relie les deux coordonnées d'un même vecteur dans les deux bases, elle est linéaire. Si c'était un changement de coordonnées non linéaire, ce qu'on n'a pas vu du tout, mais on pourrait l'imaginer, une déformation de l'espace non linéaire, cette flèche-là ne marcherait plus. En tout cas, elle marche, et grâce à ça, vous allez facilement montrer, on va le faire au-dessous, que le système différentiel dans les nouvelles coordonnées, il a cette forme-là, c'est-à-dire que la transformation qui permet de passer de la position à la vitesse dans les nouvelles coordonnées, et bien c'est la même transformation que la transformation qui permet de passer de la position à la vitesse dans les anciennes coordonnées. C'est la même transformation, mais exprimée dans les nouvelles coordonnées, c'est-à-dire sous la forme de la matrice B. Alors on le justifie parce que là on a passé beaucoup de temps à le préparer. Donc si nos deux fonctions x de t et u de t sont reliées par le changement de base, alors x est solution du premier système différentiel ici, si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si, u est solution du second système différentiel, celui-là. D'où l'équivalence
entre les deux formulations. Et si vous lisez les équivalences ici, l'équivalence clé c'est laquelle? C'est celle-là. C'est celle dans laquelle on sort le P de la dérivée. On le sort pour le faire passer là. C'est cette équivalence-là pour laquelle on utilise ce que j'ai dit ici. Toutes les autres équivalences sont très faciles à vérifier, très naturelles, parce qu'elles s'appuient sur la formule de changement de base qui est au-dessus. Et bien voilà, je crois qu'on a passé suffisamment de temps sur ce slide. Ce que vous avez à retenir, c'est qu'en résumé, quand on a un système différentiel linéaire et qu'on fait un changement de base, ben, le système différentiel dans les nouvelles coordonnées, il est obtenu, plutôt c'est celui défini par la matrice transformée par le changement de coordonnées. Donc c'était très difficile probablement de très bien comprendre la justification, mais en tout cas le résultat, c'est le plus simple qu'on pouvait espérer. Donc là on souffle un grand coup, parce qu'on a vraiment traité un point difficile, et on passe à la suite. Comme on est très content d'avoir traité ce point difficile, probablement le point le plus difficile de tout le chapitre, on le coche au niveau du sommaire, et on va à diagonalisation. Donc diagonalisation, c'est la suite de ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on fait un changement de base, sauf que cette fois-ci, la matrice obtenue après changement de base, elle est diagonale, donc on la note D égale P-1 à P, et pas B comme Bertrand dans le slide précédent, D comme Daniel. Donc voilà notre matrice diagonale, avec ses coefficients diagonaux. Et tous les efforts qu'on a produits dans le slide précédent nous permettent maintenant d'affirmer que le système différentiel x point égale à ax dans les anciennes coordonnées, il se réécrit dans les nouvelles coordonnées sous la forme u point égale du. Et comme d est diagonale, u point égale du, c'est génial, on sait tout faire, c'est découplé, on sait exprimer explicitement les solutions en fonction des conditions initiales. Chaque solution vit sa vie dans son coin, c'est découplé indépendamment des autres, et donc la solution au tenté, on peut l'écrire comme cette matrice fois la condition initiale. Hein, mais tout ça, on l'avait vu dans le cas diagonal déjà. Voilà, là je suis juste revenu rapidement en arrière pour vous montrer le cas diagonal dans lequel on avait déjà exprimé les solutions comme produit de cette matrice diagonale avec les exponentielles sur la diagonale fois la condition initiale. Et regardez ce qu'on a fait au-dessous. Cette matrice diagonale qui nous permet de passer de la position au temps 0 à la position au temps t dans les nouvelles coordonnées. Regardez ce qu'on a fait. On l'a noté, on lui a donné un petit nom, et le nom qu'on lui a donné, c'est e puissance t fois la matrice d. Donc on l'a noté avec la notation de la fonction exponentielle, comme si d était un scalaire. L'avantage de cette notation, du coup, c'est que, regardez, les solutions de l'équation, du système différentiel, pardon, u point égale du, il s'exprime sous cette forme, u de t égale puissance t du 0. Autrement dit, et l'équation et l'expression de ces solutions sont formellement identiques, ont la même forme que dans le cas scalaire. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Grâce à cette notation, l'expression au-dessus, qui est un peu lourde à écrire, elle prend la forme compacte, donc ramassée, courte, cette forme-là, qui est formellement identique à l'expression des solutions dans le cas scalaire. Scalaire homogène du premier rang d'un coefficient constant. Donc à ce stade, vous pouvez juste considérer ça comme une notation agréable, c'est ce qui est écrit. En réalité, cette notation, on peut la justifier et la généraliser, non seulement pour les matrices diagonales, mais pour toute matrice carrée, ce qui est écrit là. Et c'est, bien sûr, vous le voyez venir, la définition de l'exponentielle de matrice. Mais ça, c'est un complément hors programme. Donc la définition complément hors programme de l'exponentielle de matrice généralisera cette
définition-là, disons, nous on a donné la définition, mais seulement dans ce cas diagonal. Et on passe au slide suivant. Et le slide suivant, c'est juste une illustration de ce qu'on a fait en dimension d égale 2, de ce qu'on a fait précédemment, pour donner un petit côté concret quand même à toutes ces manipulations de changement de base avec système différentiel qui paraissaient un peu abstraites. Et donc vous voyez, la ligne supérieure ici, c'est le changement de base que vous connaissez déjà, qu'on a déjà pratiqué, et qu'on a pratiqué notamment à temps discret, c'est-à-dire simplement la matrice P conjugue la transformation A et la côté gauche et la transformation D côté droit. Et dans la ligne du dessous, alors c'est un premier dessin et vous verrez des dessins comme ceux de la ligne du dessous, on va en faire beaucoup. C'est comment ce changement de coordonnées met en correspondance le système différentiel dans les anciennes coordonnées x point égale ax à gauche et le système différentiel dans les nouvelles coordonnées u point égale du à droite. Et ce qu'on sait, parce qu'on l'a vu 2 slides précédemment, c'est qu'une fonction t donne x de t, dépendante du temps, est solution de ce système différentiel, si et seulement si la fonction t donne u de t correspondante par le changement de base, c'est-à-dire avec u de t égale p-1 x de t, ou de manière équivalente x de t égale pu de t, donc x de t est solution ici de ce système, si et seulement si u de t est solution de ce système. Donc les solutions de ces deux systèmes différentiels dans les anciennes coordonnées, dans les nouvelles coordonnées, et donc aussi leurs trajectoires qui sont représentées ici par des traits. Les trajectoires, c'est les positions successives de la solution dans le plan. Eh bien, les solutions et leurs trajectoires sont en correspondance par cette transformation liée au changement de base. Et du coup, si on sait à la fois décrire la dynamique et même dessiner l'allure, ce qu'on appelle du portrait de phase, c'est-à-dire des trajectoires côté droit, eh ben on saura le dessiner côté gauche. Côté gauche, ce sera simplement obtenu à partir du dessin côté droit en déformant par cette transformation P. C'est un peu la démarche, c'est un peu la même démarche qu'à temps discret. À temps discret, on avait dit, on comprend très bien la dynamique côté droit puisque la matrice est diagonale. On en déduit en quelque sorte la matrice côté gauche. Ce sera pareil à temps continu. Maintenant, le détail des dessins, on apprendra à le faire, mais déjà côté droit, vous voyez qu'on voit les deux directions propres, c'est-à-dire invariantes. Vous savez, les deux modes propres, associés à l'horizontale et à la verticale. Donc les modes propres, là, côté droit, ils sont dans les directions horizontales et verticales, précisément parce que la matrice est diagonale. Puis côté gauche, les deux modes propres, ils vont être dans des directions obliques, puisque la matrice n'est plus diagonale. Les directions propres ne sont pas l'horizontale et la verticale. Bon, à ce stade, c'était juste une illustration, on y reviendra. Et on passe au slide suivant. Et le slide suivant, c'est vraiment parce que vous êtes des gourmands, jamais rassasiés, et donc que vous vous dites, cette notation exponentielle de t la matrice d, qui était tellement sympa pour exprimer les solutions du système différentiel diagonal en fonction de la condition initiale, vous vous êtes dit, mais en utilisant le changement de base, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre cette notation qu'on a d'abord définie pour la matrice D, l'étendre à la matrice A? La réponse c'est oui, c'est précisément ce qu'on fait dans ce slide. Vous voyez, on ne fait que dire que si on a une solution t donne x de t du système différentiel initial, si on écrit x égale pu, c'est-à-dire si on regarde u de t, la solution correspondante dans les nouvelles coordonnées, u de t, il s'écrit e puissance td u de 0. Ça, on l'a vu, c'est l'expression des solutions dans les nouvelles coordonnées. Fois p à gauche. Et u de 0, c'est p-1, x de 0. Donc x de t, vous voyez qu'il s'écrit maintenant de manière explicite en fonction de x de 0 et de x de 0.
grâce à notre exponentielle de matrice diagonale et en conjuguant la matrice, en conjuguant par la matrice P. Et donc là, vous vous dites, eh ben, cette matrice qui permet maintenant d'exprimer la position au temps t en fonction de la position au temps 0, en la transformant par cette matrice dans les anciennes coordonnées, pourquoi on ne la noterait pas E puissance TA? Donc c'est ce qui est ici. À ce stade, c'est juste une notation, mais c'est une notation très agréable parce que ça permet d'écrire formellement les solutions du système x point égale à x comme si c'était une équation scalaire, donc sous cette forme très compacte, hein, qu'on déduit d'ici, quoi. X de t égale puissance ta, x de 0. Qui est donc à nouveau une expression des solutions formellement identique à l'expression des solutions dans le cas scalaire, d égale 1. Et dans le complément hors programme qui va venir après, on va définir en toute généralité l'exponentielle d'une matrice, mais en fait, on va retrouver cette définition-là dans le cas d'une matrice diagonalisable. Et pour terminer, on a un lien au-dessous, alors c'est une remarque, hein, qu'on peut relier le déterminant de l'exponentielle à l'exponentielle de la trace. Alors je m'excuse, ce n'est pas idéalement présenté, je corrige ça dans la nouvelle version, dans la version qui sera mise en ligne. Mais donc, d'abord, au niveau de la matrice diagonale, le déterminant de l'exponentielle de la matrice diagonale, l'exponentielle de la matrice diagonale, c'est une matrice diagonale dont les coefficients sont ces coefficients-là, et donc son déterminant, c'est le produit de ces coefficients diagonaux. D'accord ? Mais, propriété de l'exponentielle, le produit des exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Et donc c'est l'exponentielle de t fois la somme des valeurs propres. Et donc c'est l'exponentielle de t, enfin les coefficients diagonaux de d, qui sont les valeurs propres. Et donc c'est l'exponentielle de t fois la trace de d. Donc le déterminant de l'exponentielle td, c'est l'exponentielle de t fois la trace de d pour une matrice diagonale. Et du coup, ça va aussi être vrai pour une matrice diagonalisable. C'est la ligne du dessous. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le déterminant est invariant par changement de base, c'est cette égalité-là. Or, regardez, E puissance TD, E puissance DA, ils sont reliés, c'est des matrices qui sont conjuguées par la matrice B, donc elles ont le même déterminant. Donc ces deux déterminants sont égaux. On a dit, ligne du dessus, cette égalité-là, le déterminant de puissance TD, c'est exponentielle T, la trace de D. Et la trace d'une matrice, c'est aussi invariant par changement de base. Or, DA, bien sûr, sont conjugués. Hein, vous avez D égale P-1 à P. Donc A et D ont la même trace. Elles ont les mêmes valeurs propres, donc la somme des valeurs propres, c'est la même pour ces deux matrices. Et donc, exponentielle T la trace de D égale exponentielle T la trace de A. Interprétation de cette formule, eh bien, si on revient au slide précédent, et si on regarde alors côté gauche ou côté droit, hein, ça revient au même puisque c'est conjugué par la matrice P. Côté gauche ou côté droit, si on regarde la manière dont un domaine, par exemple, je prends ce carré-là, disons, hein, ce carré-là, la manière dont cette surface, si on prend les solutions issues du système différentiel, donc si on fait évoluer les points dans le temps, la manière dont cette surface est déformée, est-ce qu'elle est dilatée, est-ce qu'elle est contractée en surface? Je répète, quand on prend les solutions issues des points, donc on laisse évoluer cette surface dans le temps, sachant que les points sont gouvernés par ce système différentiel. Donc c'est ce que j'ai dessiné ici, j'ai un peu changé les couleurs pour que ce soit plus cohérent. Donc ce carré vert, si on en prend les points et qu'on les fait évoluer, sachant que leur évolution est gouvernée par le système différentiel, il s'écrase verticalement. Vous voyez là, la coordonnée verticale est écrasée, la coordonnée horizontale est dilatée. Donc au bout d'un certain temps, ça va donner ce carré rose, disons. Et le déterminant de cette transformation, eh bien, c'est le déterminant de E puissance TD. Et donc le déterminant de cette transformation, qui est le rapport entre l'aire du carré rose, du rectangle rose et l'aire du carré vert, disons, ce déterminant de puissance TD, ben, il est assez facile à calculer, c'est l'exponentielle de la trace de T fois la trace de D.
Donc suivant que la trace est positive ou négative, la déformation induite par ce système différentiel sera expansive, dilatante ou contractante. Voilà, j'en dis pas plus, on verra ça en exercice de TD et on passe à la suite. Alors un petit tour par le sommaire, donc on a traité diagonalisation et il ne reste plus qu'une sous-section à part ce complément au programme, c'est le dictionnaire entre temps discret et temps continu. On y va. Et voilà, au terme de ces deux sections, section 2 consacrée au temps discret et section 3 consacrée au temps continu, deux sections qui étaient formellement très semblables, c'était bien sûr un petit peu plus difficile le temps continu, hein. Et ben, il est temps de faire une dernière synthèse, un dictionnaire entre tout ce qu'on a vu à temps discret, colonne de gauche, et tout ce qu'on a vu à temps continu, colonne de droite. Vous voyez qu'on a pris garde, on a fait attention à ce que on ait une correspondance la plus claire possible au niveau des notations. Et en particulier, même si on n'a pas défini l'exponentielle de matrice en toute généralité, on l'a défini à partir des formules explicites, des solutions explicites qu'on a trouvées pour ces systèmes différentiels dans le cas diagonal et dans le cas diagonalisable. Eh bien, cette transformation d puissance n en discret qui devient exponentielle td en continu et a puissance n en discret qui devient e puissance ta en continu. Et un dernier passage par le sommaire pour se féliciter d'avoir terminé ces généralités sur le temps continu, hors ce complément hors programme sur l'exponentielle de matrice. La suite sera normalement plus plaisante et plus concrète, puisque tout se passera essentiellement en dimension 2. Eh bien, merci pour votre attention et bravo pour avoir été jusqu'au bout.